Bonjour Philippe Bernardini. Bonjour. Alors, tu vas nous rappeler qui tu es et qui est Nefele, ta société. Oui. Mais avant, j'aimerais démarrer en rappelant tout simplement que nous sommes aujourd'hui dans le cadre de la journée du data center, un événement auquel tu as déjà participé d'ailleurs, hein, avec nous. On a eu le plaisir et l'honneur de travailler ensemble et tu nous as apporté un certain nombre de tes compétences fortes dans le domaine à la fois du data center et des serveurs et de l'informatique. Donc, nous te retrouvons cette année et merci à toi de nous avoir rejoints. Donc, rappelle-nous qui est Nefele. Alors tout d'abord, c'est un plaisir de participer à cette émission. Nefele Data Control, c'est une société qui est spécialisée dans la mise en œuvre d'outils de gestion de data center. D'accord. Et donc, à ce titre-là, on a un DCIM qui permet d'assurer l'ensemble des fonctions qu'on connaît au sujet des DCIM. Et on a aussi dernièrement ajouté un outil pour faire des jumeaux numériques qui sont photoréalistes et qui utilisent certaines fonctions de type IA pour pouvoir récolter un certain nombre de données et agréger des données qui concernent l'exploitation des data centers. L'outil n'est pas purement spécialisé data center, c'est plutôt un outil industrie 4.0, d'accord, mais qui a des fonctionnalités qui sont très très intéressantes. Ok. Alors, bon, ça te permet d'avoir une double vision qui est celle des infrastructures et puis de leur administration, finalement, et Oui. du pilotage, hein, des systèmes. Le thème cette année que nous avons souhaité apporter à la journée du data center, c'est celui des infrastructures d'IA dans le data center. Donc, avec l'idée, on va le rappeler que, certes, il existe beaucoup d'usages et beaucoup de choses qui émergent aujourd'hui au niveau de l'IA, en particulier l'IA génératif, ChatGPT, Gemini et Copilot, etc., etc. Mais que derrière, n'oublions pas qu'il y a des infrastructures et que ces infrastructures doivent pouvoir supporter tout cela. Et ce qui, j'imagine, modifie la façon à laquelle on envisage aujourd'hui l'informatique de l'entreprise et son intégration dans le data center. Quelle est ta vision sur ce plan? Alors aujourd'hui, on le voit sur les projets sur lesquels on travaille, il n'y a plus un seul projet, que ce soit privé ou administratif, qui ne prend pas en compte la possibilité à, on va dire, court ou moyen terme, de mettre en œuvre des infrastructures IA. Alors, c'est fait par le biais d'une augmentation de puissance au niveau des data centers. C'est assez flagrant comment on est passé il y a quelques années de data centers qui étaient à 1 à 2 kW au mètre carré et aujourd'hui on parle facilement de baies qui sont à 20 kW, 30 kW. Et même si l'utilisation ou le modèle de ce qui va être fait n'est pas complètement défini, les entreprises commencent à investir en disant de toute façon on va devoir y aller. Et la vraie problématique, c'est que on a l'impression que souvent, comme on n'a pas de cible définie, ça fait un peu des investissements au doigt mouillé, je vais dire. On essaye d'aller haut en puissance en se disant de toute façon, on en aura besoin. Et donc, ça a un gros impact sur la construction de l'ensemble des décès, qu'ils soient gros ou petits. Je suis en ce moment sur un tout petit projet où ils commencent à dire on va avoir besoin de machines pour faire de l'inférence, on va avoir besoin de machines. Et c'est des modèles de machines qui ne sont pas nécessairement, qu'on peut pas nécessairement mettre en œuvre dans une salle informatique classique, quoi, à partir d'une certaine quantité. Mmh. Alors, ce qui veut dire que ça change quand même la donne au niveau du data center lui-même, mais ça va impacter également ceux qui ont des data centers anciens et dont vont devoir procéder à une modernisation, voire à du rétrofit, pour pouvoir accueillir ces infrastructures. Quels sont les éléments qu'il faut prendre en compte
en termes de réflexion quand on veut se lancer dans un tel projet? Alors, la particularité de ces technologies, c'est leur densité. D'accord? Donc, en fait, d'un point de vue, on va dire, enveloppe béton, pour beaucoup de data centers, on est bon. On va pas avoir nécessairement besoin de plus de surface. La vraie difficulté, ça va être le refroidissement et l'électricité. D'accord? Sur le refroidissement, aujourd'hui, on voit avec des technologies de type DLC ou immersion que l'on peut faire de la très haute densité avec des baies qui vont n'importe où de 20 à 80 kW sans aucun souci. Et là se pose la problématique pour les data centers qui n'ont pas été étudiés depuis le départ sur ça, sur la capacité des opérateurs électriques à livrer cette puissance. D'accord? Parce que en fait, quand les DC, ces types de data centers ont été pensés, on n'a jamais pensé qu'on allait avoir besoin de 9, 10, 15 ou 20 kilowatts. Et certains qui sont dans des zones urbaines ou périurbaines, c'est juste pas disponible. D'accord? Ou à un coût qui défie toute concurrence. Hein. Faire venir de l'électricité, ça peut être très cher. Donc ça va être le premier souci. C'est une entreprise qui se pose la question d'investir, c'est d'abord d'essayer d'établir un besoin, quelle est la puissance cible, d'accord, et à partir de là, de voir si par rapport à l'emplacement qu'ils ont aujourd'hui, s'il est possible d'amener cette puissance. D'accord? Parce que dans certains cas, ça sera juste impossible. Et donc ça, c'est la première chose. Ensuite, ça demande un investissement dans des technologies de type DLC ou immersion qui vont complètement changer l'exploitation. Alors aujourd'hui, le trend, c'est le DLC. Il n'y a pas photo. Moi, je vois très peu d'immersion déployée. J'en ai vu quelques-uns des systèmes, mais c'est pas ce qui va se faire dans un premier temps. Dans un second temps, on en rediscutera peut-être. Avec les nouvelles générations de chips Nvidia et autres, il y aura certainement un besoin de passer du DLC à l'immersion. Mais aujourd'hui, d'abord parce que les constructeurs d'équipements ne supportent pas réellement l'immersion, il y a plutôt une préférence vers le DLC, et parce que certains d'entre eux en font. Le Novo, aujourd'hui, propose des BDLC. Il y a des constructeurs qui sont directement dans ce marché-là. Donc, aujourd'hui, c'est ce qui est demandé. Et là, on voit que... Alors, l'avantage, c'est qu'on peut implémenter une baie, 2 baies, 3 baies. On n'est pas obligé de construire 50 MW d'un coup. Et donc, on peut le faire de façon assez progressive. Et donc voilà, donc les impacts aujourd'hui, ils sont à ce niveau-là, c'est les impacts principaux, et naturellement l'adoption de la fibre, mais c'était déjà le cas, sauf qu'aujourd'hui, on commence à voir des décès qui sont purs monomode. On dit on arrête de s'embêter avec le multi, parce que le monomode nous offrira toujours plus de capacité, et que la différence de prix entre les deux, d'un point de vue infrastructure, quand on le relativise avec le reste de l'infrastructure, est relativement faible, d'accord. Les optiques restent plus chères que sur du multi, mais ça pèse pas dans l'investissement global. Tu as évoqué la puissance électrique, le refroidissement, les interconnexions en fin de compte, hein, puisqu'on est sur de la fibre. Est-ce qu'il n'y a pas aussi des problèmes de compétences? Alors, ça, c'est peut-être le plus gros des problèmes à la fin de la journée. Parce que aujourd'hui, les spécialistes dans l'IA sont très recherchés, donc très chers. Ça, y a pas de... et ils n'ont pas que la France comme territoire de chasse. On est dans un monde globalisé, et donc il est facile d'aller travailler d'un côté ou de l'autre de la frontière. Donc, et c'est ce qui fait que en partie,
que les financements ne sont pas réalisés de façon, je dirais, logique. C'est peut-être pas le bon mot. C'est-à-dire que comme aujourd'hui, on manque, une entreprise qui veut se lancer, elle va être obligée à la fois d'investir, à la fois de trouver les gens, et les gens qui vont prendre les décisions de départ n'ont pas nécessairement toutes les cartes en main pour juger de la quantité d'investissement qu'il faut faire. Après, il y a beaucoup de compagnies aujourd'hui dans le consulting qui se sont spécialisées un petit peu dans ce domaine-là pour essayer d'accompagner les entreprises, mais on se retrouve dans une situation qui est un petit peu celle du data center il y a 15 ans. C'est-à-dire que le data center avant l'IA était arrivé à un certain niveau de maturité. C'est-à-dire que les DSI, les DSI, les dirigeants d'entreprise avaient suffisamment de connaissances, avaient acquis suffisamment de connaissances dans le data center pour juger des investissements et de leur pertinence. Aujourd'hui, eh ben, on a rebattu les cartes et il est assez difficile pour un dirigeant d'entreprise, surtout de moyenne taille, d'arriver à bien évaluer à la fois la pertinence de l'investissement et même parfois la capacité des gens qui les conseillent. Parce que comme tout nouveau marché, ça attire beaucoup de monde, avec une capacité plus ou moins bonne à faire du conseil. Personnellement, moi, je ne me lance pas encore dans du conseil pur IA en termes de data center, parce que j'estime que je n'ai pas le recul. Et ça fait 30 ans que je suis dans le monde du data center. Je maîtrise la partie data center quand même. Mais voilà, donc c'est un marché, ben c'est comme tous les marchés qui démarrent. Personne ne veut rater le coche. Oui. On voit bien qu'il y a quand même une forme de ralentissement parce qu'il y a des gros investisseurs qui ont commencé à lever un petit peu le pied. Les Microsoft et compagnie, ils sont en train de dire on va peut-être étaler les investissements parce que le ROI est très difficile à trouver. Et donc voilà, donc c'est un marché, c'est un marché qui débute et avec toutes les contraintes de ce type de marché. Dans le même temps, il y a quand même aussi des motivations à aller vers l'IA, mais à une IA, je dirais, localisée. En particulier les données critiques, le fait de ce qu'on appelle donc la souveraineté, qui est un élément essentiel. Est-ce que c'est pas quelque chose qui guide également aujourd'hui les DSI et les opérateurs dans des choix technologiques? Ça guide, alors déjà, ça guide un certain nombre d'administrations. Les événements de novembre dernier aux États-Unis et ce qui se passe depuis nous prouve bien que la relation avec l'étranger et même avec un pays qui est un allié, à la fin de la journée, malgré Trump, ça reste un allié, il faut pas... mais on se retrouve dans une situation où c'est plutôt chacun pour soi. Là où on avait peut-être, où on s'était peut-être beaucoup reposé sur un certain nombre de technologies ou un certain nombre d'acteurs américains, ça fait quelque temps maintenant qu'au niveau administratif, que ce soit territorial, local ou national, qu'on se pose la question de comment faire pour être souverain. Après, c'est comme dans tout, où est-ce qu'on met le curseur? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de technologie, il n'y a pas de fabricant français, ou il n'y a même pas de fabricant européen, ou très peu. D'accord? Alors, il y a des initiatives qui sont prises par Thales, mais c'est avec par exemple, mais c'est avec un accord avec Google. Alors bon, ça, on peut en penser ce qu'on veut. D'accord. Donc, et puis qu'on le veuille ou non, une entreprise privée, pour citer un OVH ou d'autres grands acteurs français de l'hébergement, elle est souveraine tant qu'il n'y a pas une offre de rachat sur la table à la fin de la journée. Ça peut être aussi un problème. Donc, c'est pour ça que je pense qu'aujourd'hui, les administrations se lancent quand même dans certains projets, en particulier pour les plus critiques, mais
de toute façon, à la fin de la journée, on met des équipements américains dans les data centers, avec des composants qui, pour la majorité, viennent de Taïwan. D'accord? Donc, où mettons le curseur? Qu'est-ce qu'on considère? Alors, l'importance, ça reste la data. D'accord? Donc, et c'est pratiquement le plus facile à rendre souverain. Je veux dire, on peut faire en sorte que les datas, elles restent locales. La difficulté, c'est sur la partie apprentissage. Est-ce qu'on a, si on le prend en parlant de souveraineté au niveau national, suffisamment de data pour faire des systèmes pertinents? D'accord? Sans compter les différentes contraintes, que ce soit le RGPD ou les choses comme ça. En imaginant même qu'on lève les contraintes, est-ce qu'on a, par rapport à ce que font les Chinois ou les Américains, pour ne citer que, est-ce qu'on a une quantité de data suffisante pour faire des modèles qui sont pertinents? Moi, je crois... Alors, il y a une grande mode sur les modèles de les LLM, d'accord? Mais je pense que le futur en entreprise de l'IA, ça va être dans des domaines spécialisés. Et on voit déjà certaines compagnies sortir leur épingle du lot, que ce soit dans le domaine des avocats, que ce soit dans le domaine financier, que ce soit des choses comme ça. Il y a déjà des compagnies qui arrivent à faire des choses qui sont assez impressionnantes. Et donc là, on est sur des jeux de données qui sont plus petits par définition, puisqu'on va cibler un certain nombre de choses. Et donc voilà, mais ça nécessite quand même des coopérations en interne au niveau des mêmes métiers. Si on prend l'exemple du médical, l'IA, ça peut être un formidable outil pour réduire le temps de mise sur le marché de nouveaux médicaments. Et c'est d'ailleurs utilisé comme ça. Aujourd'hui, il y a un espoir de trouver des solutions pour des maladies infantiles, pour des maladies orphelines qui n'existaient pas. Parce que le temps de développement était beaucoup trop long et l'IA a la capacité à le réduire. Donc ça, c'est des domaines qui sont intéressants et sur lesquels il faut absolument faire attention à la confidentialité des données. Il n'y a pas de... Et donc voilà, mais on est, et je pense que ça va être dans un premier temps les premières entreprises qui rentabiliseront leur modèle. On est vraiment sur des marchés de niche. Tout à fait. Si on différenciait l'apprentissage de l'inférence, oui. On va rappeler pour les personnes qui nous regardent que dans l'IA, en particulier l'IA générative, il y a une première phase qui est celle où on réunit le maximum de volume de données, c'est ce que tu as évoqué, c'est celle donc de l'apprentissage qui aboutit à des LLM, les Large Language, donc l'on connaît, qui sont d'énormes bases de données sur lesquelles on s'appuie pour répondre aux questions qui sont posées. Les questions qui sont posées, c'est la partie inférence. Oui. Donc, je pose une question et je vais chercher dans les LLM. Tu l'as évoqué, une partie de ces bases vont se réduire en taille pour répondre à des besoins bien précis. Et est-ce que l'avenir, c'est pas de faire de l'inférence locale qui ne soit pas en data center? C'est déjà un argument qui est pris par quelques sociétés comme AMD, par exemple, qui nous dit aujourd'hui, l'inférence, ce sera plus du data center. Non. Est-ce que ça va pas être non? Ben oui, quand je dis non, ça sera plus dans le data center. Mais on le voit de toute façon avec les capacités que l'on voit arriver sur les dernières générations de smartphones, ils font de l'inférence. C'est-à-dire que quand on a un Samsung, un 24, un 25 ou les derniers Google, ils font de l'inférence. Cette partie-là. Mais la base reste dans le cloud. Mais la base reste dans le cloud. Après, mais on revient à cette histoire de curseur. On revient à cette histoire de curseur jusqu'à qu'est-ce qu'on peut mettre offline. Et ça va dépendre de ce qu'on essaye de traiter en grande partie.
ou qu'est-ce qu'on et donc mais oui, effectivement, l'inférence, le modèle de l'inférence, il est en plus avec l'augmentation de la puissance de l'ensemble des objets, il est son futur, ça sera en dehors du data center. Par contre, ça a quand même un impact quelque part sur un certain nombre de télécommunications, sur un certain nombre de choses, parce que même s'il peut travailler localement, à un moment ou à un autre, il est quand même obligé, soit pour d'aller faire un contrôle ou une mise à jour ou des choses comme ça, vers les data centers. Et c'est c'est tout le challenge de l'IoT. Aujourd'hui, c'est tout le challenge de l'IoT, de savoir qu'est-ce qu'on peut traiter localement, qu'est-ce qu'on est obligé de traiter par rapport à des data centers. Si on a des problèmes avec les télécommunications, comment ça se passe? L'avantage d'avoir une inférence locale, c'est qu'on peut, entre guillemets, fonctionner, même si c'est en mode dégradé, dans un cas de panne de télécom. Sur des modèles sans inférence locale, c'est mort. Tout à fait. Venons un petit peu du côté de l'exploitant. Parce que là, c'est aussi la population que tu adresses, hein, qui travaille avec toi. Est-ce que l'IA n'est pas un facteur d'augmentation des risques? Alors, on va parler de... Je vais donner un exemple très concret. Je fais l'acquisition d'un serveur d'IA avec des GPU. Il va me coûter très cher. Je vais passer de quelques milliers d'euros à quelques centaines de milliers d'euros. En plus, je vais passer sur une infrastructure qui va être beaucoup plus lourde parce que beaucoup plus dense. On parle par exemple aujourd'hui de rack à 52U, des choses comme ça, ce qui est quand même assez délirant. Et je vais confier à un technicien un produit qu'il va aller installer à 2,50 m de haut. Ça devient délirant quand même. Alors, aujourd'hui, même sans les technologies qui sont reliées à l'IA, on a déjà la problématique. Les racks à 47U, moi je fais 1,80 m, je suis pas capable de racker quelque chose au 46e U, d'accord? Donc pour ça, on voit que la majorité des data centers s'arment de plateformes de levage, de choses qui vont aider à physiquement positionner les équipements et le faire de façon assez sécurisée. En plus, il y a certains constructeurs qui vous disent, oui, nous, on vous fournit des racks à 57U, mais ils sont déjà tout équipés. Il y a le CDU en bas du rack, il y a les serveurs, c'est monté en usine et ça arrive. D'accord? Donc, et c'est un peu l'Open Compute Project, c'est les premiers à avoir développé ce genre de technologie. Vous arrivez avec le rack, vous le connectez, vous branchez le refroidissement, l'électricité et la connectivité, et puis ça part. Donc je pense que là, le changement, il est pas à l'installation. Parce qu'il y a des solutions, entre guillemets, simples pour régler la problématique d'installation. Le changement, il est à la maintenance. D'accord? On a maintenant des racks, alors si on prend le DLC, puisque c'est aujourd'hui ce qu'on retrouve le plus, avec tout un tas de connectiques liquides, à proximité de l'électricité et de la data, il y a toujours un sujet à ce niveau-là. Parfois, au niveau de la redondance chez certains constructeurs, la redondance des systèmes DLC, CDU et autres, ça pose question. Hein, ils ne sont pas tous capables d'être complètement redondants. Et donc, c'est plus en opération qu'on risque d'avoir des problèmes, que il va falloir gérer un certain nombre de choses. Et là, je ne suis pas certain que les techniciens qui sont aujourd'hui dans les data centers soient correctement formés à ce genre de technologie. D'accord? Quand on va sur les salons, ça a l'air tout simple, tout con. C'est pas très compliqué quand on le regarde comme ça, mais quand on a une salle avec 80 B, oui.
voire plus, équipés complètement comme ça, c'est ça. C'est plus compliqué. Et donc voilà, donc je pense que mais ça, moi personnellement, j'ai pas suffisamment de retours sur le sujet. Je vois certains problèmes. Parce que voilà, c'est toutes ces connectiques, la compatibilité, il n'y a pas de standardisation sur la connectique, il n'y a pas de, il y a tout un tas de soucis. Chaque constructeur essaye de mettre en place ses technologies. Et ça va complexifier l'exploitation, ça va nécessiter de la formation. Vu qu'on parle de puissance plus importante, ça va aussi nécessiter parfois des habilitations électriques plus importantes. Ça va, je veux dire, on n'est plus sur une prise en 220, quoi. Donc voilà, donc il y a un vrai travail. Et comme pour les experts en IA, le personnel en data center étant recherché, c'est pas facile. Et là où c'est encore plus problématique, c'est que pour la plupart des gens qui travaillent dans les salles informatiques aujourd'hui, c'est des formations qui se sont faites sur le tas. D'accord? On n'a pas aujourd'hui, à ma connaissance, de société ou de formation vraiment spécialisée dans ce domaine-là. C'est pas vu par les métiers de l'informatique comme des métiers nobles. Ça a toujours été comme ça et ça le sera toujours. Hein. C'est pas et pourtant il va falloir investir à former des gens qui travaillent dans ces environnements, à la fois sur les risques métiers, à la fois sur les risques physiques, pour faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Continuons sur cette partie exploitation. Tu nous l'as exprimé au départ, tu es un expert dans la partie DCIM. J'imagine que cette surcouche logicielle qui vient se positionner au-dessus de toute la partie infrastructure physique du data center va devenir essentielle. L'association aujourd'hui des jumeaux numériques permet d'apporter une nouvelle dimension à cela, c'est-à-dire qu'on rajoute une couche d'abstraction, de virtualisation. Or, dans le même temps, ces infrastructures, elles sont de plus en plus complexes. Jusqu'où va-t-on aller? Est-ce qu'on va pouvoir atteindre cette automatisation qu'on nous promet parfois? Alors, l'automatisation, c'est un sujet. Je reste méfiant de l'automatisation. Parce que on a justement relativement peu de recul. Moi, j'ai participé avec, par exemple, un constructeur de groupes électrogènes à de la collecte de données pour pouvoir faire de l'analyse prédictive. Les résultats sont, par rapport à la quantité de données qui est nécessaire pour avoir quelque chose de réellement efficace, sont quand même faibles, et ça nécessite en plus de faire quelque chose que la plupart des opérateurs de data center ne veulent pas faire, c'est de coopérer entre eux. Je veux dire que si on veut faire de l'analyse prédictive sur un type donné de groupe électrogène, c'est pas parce qu'on en a deux dans son data center que ça suffira. Donc, il va falloir se connecter vers l'extérieur, collecter ces données, les analyser, et là, on n'a pas fait le pas encore. Tu vois ce que je veux dire? Je veux dire que rien que l'idée d'avoir une liaison qui rentre dans le data center et qui collecte des données sur des équipements d'infrastructure, sans qu'à la fin de la journée, au-delà de ce qu'on nous raconte, on sache exactement ce que ça fait, ça pose un vrai souci de sécurité. On sait très bien aujourd'hui que tout ce qui tourne autour de la gestion des infrastructures, c'est pris très au sérieux d'un point de vue sécurité. L'ANSSI a fait un certain nombre de papiers et de recommandations sur le sujet, parce que c'est un point de faiblesse. Autant tout le monde réfléchit à la cybersécurité des réseaux, les systèmes d'accès par tout ça, mais les infrastructures, ça reste quand même quelque chose où il y a encore des progrès à faire, certainement. Et qui ne sont pas maîtrisés d'un point de vue interne aux sociétés. Donc là,
les avancées qu'on pourrait obtenir par la mutualisation des données, eh bien, tant qu'on n'arrive pas à ce type d'infrastructure, elles mettront un certain temps à le voir. Par contre, on peut d'ores et déjà, grâce à cette même technologie, par rapport à l'environnement physique de la salle informatique, les évolutions en température, les choses comme ça, voir les impacts et les différentes évolutions et prendre certaines mesures. Alors après, le choix d'automatiser ou pas, c'est à l'exploitant et à sa confiance dans la technologie pour de le regarder. Par contre, voilà, et je pense que les sociétés qui sont multisites, pour certaines, sont déjà bien avancées dans ce domaine-là. Les jumeaux numériques, ça apporte quoi au DCIM? Alors, il y a plusieurs phases dans le jumeau numérique. Il y a une première phase à la construction des sites. C'est-à-dire qu'on peut commencer dès le début du projet à faire un jumeau numérique. On va intégrer une maquette BIM à l'intérieur, pouvoir tout de suite mesurer les écarts, tout de suite entre le chantier et la réalité. Ça a pris un coup de pouce pendant le Covid sur des projets étrangers, où ça permettait à des gens à Londres, par exemple, de participer aux réunions de chantier toutes les semaines sans se déplacer. Donc, il y avait déjà cette première chose au niveau du suivi des chantiers. La deuxième chose dont on sous-estime souvent la valeur, c'est qu'à la fin du chantier, on a un vrai DOE dans lequel on peut revenir en arrière dans le temps, parce que les outils permettent de revoir qu'est-ce qui s'est passé. Et donc, quand on va se poser la question en termes des VRD ou en termes de quoi que ce soit, où est-ce que c'est passé dans le sol ou dans un mur ou dans des choses comme ça, on va pouvoir le préciser. Ensuite, en exploitation, c'est utilisé parce qu'on peut, à l'intérieur de ces jumeaux numériques, intégrer des données live. C'est-à-dire qu'on peut récupérer des données de la GTC ou n'importe quoi, les afficher, faire des recherches textuelles sur les étiquettes des armoires. Ça va plus concerner soit les multisites, soit les très grands data centers. Par exemple, il y a une compagnie des eaux qui s'est équipée et toutes leurs sous-stations sont numérisées. Et donc, quand ils ont un technicien à envoyer ou des choses, d'abord, ils vont commencer par contrôler sur leur tablette quel est l'état des choses, c'est aussi une aide à l'exploitation. Et ça agrège des données. C'est ni un remplacement pour le DSIM ou pour la GTC ou pour tous les autres outils ou les autres outils, mais on peut agréger énormément de données. C'est un niveau de supervision supplémentaire qui a l'avantage d'être visuellement réel. C'est-à-dire que quand on le regarde, on voit exactement comment c'est. Et donc, il y a pas mal d'acteurs qui s'en servent comme ça. Ça leur permet de leur faire de la gestion de biens. Ça traite ça agrège tout un tas d'activités que l'on pouvait avoir. Et puis, dans le cadre de l'IA et des infrastructures d'IA, on sait que comme on a de fortes densités, on a une gestion des salles qui devient particulière avec la simulation des fluides, etc. Oui. Et puis, et puis des flux d'air chaud. Donc, j'ai l'impression aussi que ça va le jumeau numérique va avoir un impact. On commence à avoir des gens qui commencent à nous dire on va gérer à partir du jumeau numérique. Oui, alors ça a un avantage. Donc, je pense en particulier à un produit qui a la capacité de reproduire les flux de façon assez correcte, parce que là aussi, il y a de tout. Et ça permet une lecture simple. Parce qu'il ne faut pas oublier que les gens qui font de l'urbanisation dans un data center ou des choses comme ça, ce n'est pas des
experts en thermodynamique des fluides, c'est pas, je veux dire, et donc lire une simulation thermique de façon efficace, c'est compliqué. Ce type d'outil va faire ressortir les points à problème. D'accord? Quitte après à aller plus loin et faire une recherche du pourquoi et autres avec des outils plus spécialisés, mais ça va permettre, voilà, de faire une première lecture simple parce que justement, comme on est souvent encore sur des environnements hybrides où on va avoir des serveurs en DLC, mais aussi des serveurs en technologie classique et des choses comme ça, on peut rapidement se retrouver dans une situation où on contrôle plus rien. Et on a des points chauds un petit peu à différents endroits. Et ça va vraiment faciliter cette visualisation des problèmes de façon assez juste. Et donc permettre un traitement assez rapide et aussi de faire une aide à la décision quand on veut installer les systèmes par rapport à une zone et de voir tout de suite si cette zone elle est adaptée, même si on a la puissance électrique, est-ce que cette zone elle est adaptée à la mise en œuvre de tel système. Tout à fait. Un des avantages, puis on arrive au terme de notre entretien, et je te remercie Philippe pour ta transparence et le niveau de compétence que tu nous apportes. Les infrastructures d'IA sont des infrastructures complexes, puissantes, etc. Les demandes, alors, sont un peu, je dirais, ce que l'on constate aujourd'hui, c'est que souvent, c'est les directions générales qui veulent faire de l'IA, et les DSI sont mis devant le fait accompli, c'est-à-dire qu'ils ont à mettre en place, pas d'autre choix. Et du coup, beaucoup de DSI sont perdus actuellement, parce que ça révolutionne beaucoup de choses, on l'a évoqué. C'est l'urbanisation des salles, c'est les contraintes. On sait qu'aujourd'hui, une baie avec des infrastructures d'IA ou des infrastructures HPC ou du haut de gamme, il n'y a pas que l'IA qui est concernée. Il faut des fonds planchers renforcés, il faut des choses comme ça. On multiplie les problématiques. Donc, de par ton expérience, où sont les points de ROI aujourd'hui? La question, elle n'est pas simple, je sais. Mais il fallait la poser. Oui, alors, c'est la vraie difficulté. C'est-à-dire que le retour sur investissement, il ne peut être calculé qu'à partir que lorsque l'on sait combien on va vendre quelque chose. D'accord? Et la difficulté de l'IA aujourd'hui, c'est son modèle économique. On le voit bien dernièrement, ChatGPT avait annoncé une version pro à 200 €. Ils ont fait un petit peu marche arrière dessus parce qu'ils se sont rendus compte que de toute façon, ça ne marcherait pas. Il y a beaucoup de grands acteurs qui, en comptant sur la volumétrie, mettent en place des solutions à des coûts qui sont relativement faibles. Aux alentours de 20 €, on peut avoir un abonnement sur une plateforme comme le Chat ou comme ChatGPT et tout ça, mais je ne suis pas certain que ça leur permette de gagner de l'argent. Je ne suis même pas certain que ça leur permette de rentrer dans leurs frais. D'accord? Donc, et c'est pour ça que je pense que c'est le marché de niche qui va commencer par être qui va se développer le mieux dans les entreprises. Parce que là, on va être capable de dire, et si je reprends l'exemple d'un produit qui est aujourd'hui utilisé dans le monde des avocats et de la justice, on va être capable de dire, voilà, on a un produit qui apporte une telle valeur ajoutée à nos clients qu'on peut donc facturer autant. D'accord? Et à partir de là, on va être capable de commencer à calculer quelque chose qui ressemble à un ROI. D'accord? Mais la vraie difficulté, c'est le modèle économique. Et que tant que... Alors, comme tu le disais, la direction va dire on veut faire de l'IA. Il y a les commerciaux qui vont trouver 50 000 idées à la seconde. Et puis, on va commencer à faire un bilan. Alors,
pour mémoire, un nœud de serveur NVIDIA, c'est 800 000 € hors taxe. D'accord? Et c'est qu'un nœud. C'est pas le réseau, c'est pas toute l'infrastructure qui va avec, c'est pas le data center qui va avec en fonction du nombre de nœuds qu'on veut mettre en place. Donc, moi, je pense que les premiers qui vont arriver à tirer leur épingle du jeu, c'est les marchés de niche et la fourniture de GPU as a service. D'accord? Parce que les entreprises vont pouvoir y aller petit bout par petit bout, faire des tests, voir ce que ça donne, et ensuite, ils pourront se dire, on décide de combien on investit et dans combien de temps on aura un retour sur investissement intéressant. Mais c'est très très difficile à quantifier aujourd'hui parce que même les grands, on voit bien que moi, je suis pas certain qu'ils gagnent tant d'argent que ça, quoi. Oui, tout à fait. Une dernière question, si tu me permets. Et l'IA au service des infrastructures d'IA. Ça existe déjà quelque part. Ça existe déjà dans le monde de la programmation avec des programmes qui corrigent des bugs automatiquement, qui détectent le bug, qui le corrigent. On y vient petit à petit, ce type de technologie. On voit bien. Alors, moi, j'ai joué avec... alors, je viens à l'origine du réseau et de la programmation, donc j'ai joué un petit peu avec du code généré par des LLM. Il n'est pas génial, mais dans 90% des cas, il va faire l'affaire. D'accord? Il peut être optimisé, mais comme le code de tout humain, moi, il y aura toujours un programmeur meilleur que moi pour optimiser ce que j'ai fait. Donc, on voit bien que dans ce domaine-là, de toute façon, ça change le métier, puisque c'est comment on va plus réfléchir à l'idée qu'au code pour l'écrire derrière. Je pense qu'il faut maîtriser le code parce que on ne sous-traite bien que ce qu'on connaît, d'accord? Et l'IA, c'est le même principe. On ne sous-traite. Donc, globalement, on va voir arriver aujourd'hui, il y a des demandes. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai eu une demande pour voir s'il y avait des outils sur le marché qui étaient capables de faire de l'analyse de problèmes et éventuellement la mise en œuvre de solutions et de choses comme ça sur des chaînes électriques ou des chaînes climatiques à une certaine échelle. Il y a des produits qui commencent à pointer le bout de leur nez en surcouche sur des décimes ou sur des GTC. Ça vient. Ça fera partie des nouveaux outils qu'on aura à utiliser et qui rendent le métier excitant, de toute façon. Tout à fait. Écoute, Philippe, peut-être pour terminer, en dehors du fait de prendre contact avec toi et de chercher ton conseil, quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui veut se lancer dans une infrastructure d'IA? Bien définir la cible. Oui. Qu'est-ce qu'on veut faire au bout du bout? Parce qu'une fois qu'on a dit je veux faire de l'IA, on n'a rien dit. D'accord? Donc, un chef d'entreprise, un responsable de service dans une administration, il faut commencer par le début. Et donc, travailler au niveau métier, que ce soit en interne de la société, parce que ça peut aider sur des process, ça peut aider sur tout un tas d'optimisations. Bien définir cette cible. Et à partir de cette cible-là, regarder quelles sont les infrastructures. Pour tous ceux qui construisent aujourd'hui des data centers, il y a des choix à faire qui peuvent paraître mineurs en termes de câblage, en termes de ça, mais qui seront importants par la suite. Les vitesses des réseaux en IA
arrive à des niveaux, on a du 400G, on parle de 800G, donc on va sur des connecteurs multi-brins, mais il ne faut pas se tromper du type de connecteur pour avoir le plus d'évolutivité possible. Il y a des choix à faire comme ça pour limiter les risques, d'accord? Mais pour aujourd'hui, toute société qui regarde à investir dans ce domaine-là, c'est quoi la cible? Comment ça peut améliorer ce que je fais? Comment ça peut produire quelque chose de rentable? Et une fois que cette idée elle commence à germer, on peut commencer à travailler sur une infrastructure à mettre autour. Philippe Bernardini, merci. Merci à toi. Et puis, à se retrouver bientôt, parce que je crois que ces sujets, on n'a pas fini d'en parler. Il y a des chances, oui. Ouais. Merci. Au revoir. Merci, au revoir. À bientôt.